ce cas-là, si la région principale est, est touchée par une défaillance, vous pouvez facilement avoir accès à la région secondaire. Et même si la région principale n'est pas défaillante, vous pouvez toujours avoir accès à la région secondaire, mais uniquement en lecture seule. Vous ne pouvez pas effectuer des modifications sur les données de la région secondaire. Et maintenant, lorsque on veut répliquer les données dans plusieurs autres régions, on a une autre stratégie qui est le GZRS. Voilà. Donc, ici, lui, il va copier. En fait, ici, c'est le LRS plus le ZRS que je représente ici. C'est le LRS plus le ZRS. C'est ce qui forme le GZRS. Donc, on a dans une région trois réplicas plus, bon, trois réplicas dans une zone et trois réplicas dans une zone, pardon, trois réplicas dans une première région et trois réplicas dans une deuxième région. Voilà. Mais ici, vous aurez plutôt quatre zones parce que dans la région principale, vous aurez trois zones. Donc, les données seront copiées dans trois zones, pendant trois différents data centers. Et dans la deuxième région, vous aurez euh, le LRS. Du coup, toutes les données seront copiées dans un même data center. Et ce qui va constituer une quatrième région, pardon, une quatrième zone. Ce qui fait que dans la première région, vous aurez trois zones. Et dans la deuxième région, vous aurez une seule zone. Également, la synchronisation, elle est asynchrone et vraiment, elle va vous protéger contre les défaillances de toute une zone et toute une région. Voilà, parce que toutes vos données seront aussi dans une région secondaire, mais dans un data center et dans une zone. Ici, et le dernier, on a le RAGZRS. Donc, c'est le GZRS avec juste un accès en lecture seule sur la région secondaire. Que vous soyez en panne ou non, vous pouvez toujours avoir accès en lecture sur la région secondaire. Maintenant, lorsque vous avez une panne, voilà, automatiquement, le système va détecter que la région principale ou le data center qui vous fournit les données de manière principale n'est plus disponible et automatiquement va migrer sur un autre data center ou bien une autre zone ou vers la région secondaire. Automatiquement, vous n'avez à rien configurer, vous ne touchez rien. Cela se fera de manière vraiment transparente pour les utilisateurs. Donc, voici les différentes stratégies que vous pouvez opter lors de la création de vos comptes de stockage. Euh, on va vous demander de choisir impérativement la stratégie de réplication. Si vous n'avez rien vraiment de défini, vous pouvez utiliser le LRS. Ça, c'est la méthode la moins chère et passe-partout. Maintenant, si vous avez des stratégies vraiment claires, des objectifs précis par rapport à la criticité du déploiement de l'application ou des données qui y seront, bon, vous pouvez utiliser l'une des autres stratégies. Donc, à partir du GRS jusqu'à RAGZRS. Et voici comment se présente un stockage, un compte de stockage. Bon, je vais dire, euh, lorsque vous créez un compte de stockage, automatiquement, il y a euh, une URL qui se crée. L'URL va vous donner accès à votre compte de stockage. Rappelez-vous, sur Azure, le protocole qui est le plus utilisé, c'est le HTTPS, donc le web. C'est le web. L'interrogation même des données se fait par API REST, HTTPS, HTTP. Bon, on va dire HTTPS. Voilà. Donc,
La plupart des ressources que nous créons sont toujours accessibles via le web. Donc, lorsque vous créez même un compte de stockage, l'accès se fait également par web. Et il y a une URL qui se crée qui est automatiquement connectée au type de compte de stockage que vous avez choisi. Si vous voulez, bon, vous avez défini ou bien créé un compte de stockage blob ou conteneur, bon, l'URL va se présenter comme vous le voyez. Donc, il y a toujours une racine. Donc, vous avez le nom, avant tout, vous avez le nom que vous avez donné à ce compte de stockage. Par exemple, votre application, un exemple, l'application s'appelle Jamo et que vous avez créé un compte de stockage blob ou un conteneur que vous avez donné un nom Jamo. Donc là où c'est marqué nom de mon compte de stockage, ça sera marqué Jamo. Et ce qui va changer, c'est l'extension. C'est l'extension. Ici, c'est marqué blob.core.windows.net. Donc, blob, c'est pour rappeler que c'est un compte de stockage de type blob ou conteneur. Le core.net et core.windows.net, c'est l'extension, comment on appelle ça? Pour le DNS de Microsoft. Voilà. Donc, par défaut, c'est ce que vous aurez. Donc, le nom de votre compte de stockage, le type ou bien la famille de compte de stockage. Donc, au deuxième, c'est table, donc table. Donc, vous avez le nom de stockage, tab.core.windows.net. File d'attente, pareil. Vous avez le nom de votre compte de stockage, .q. Q pour dire que, vous pouvez dire file d'attente, .core.windows.net. Pour servir des fichiers pareils, le nom de votre compte de stockage, .file.core.windows.net. Maintenant, vous pouvez, vu que vous êtes peut-être vous êtes une entreprise, vous pouvez maintenant personnaliser ces noms de domaine en ajoutant le vôtre. Donc ça, c'est simple. Si vos DNS sont déjà gérés par Microsoft, on avait vu ça dans les modules précédents, si vos DNS sont déjà gérés par Microsoft, vous pouvez ajouter facilement. Dans le cas contraire, vous allez demander l'utilisation de domaines personnalisés sur Azure et sur le process pour que cela soit lié et vous pouvez utiliser cet enregistrement-là sur vos différents comptes de stockage. Donc, c'est toujours une URL. Voilà. Donc, en plus de la sécurité des données, euh, avec les différentes stratégies de réplication, il faut aussi protéger l'accès à ces comptes de stockage. Parce que ces comptes de stockage vont renfermer beaucoup de données, des données très, très, très utiles pour vous. Donc, la couche de sécurité que va offrir le compte de stockage va vous permettre en fait de contrôler le niveau d'accès à vos comptes de stockage. Bien sûr, selon vos exigences, hein, en matière de sécurité. Donc, vous pouvez configurer des règles réseau. Bon, ici, la sécurité d'accès, c'est du point de vue réseau, hein. Vous pouvez configurer des règles d'accès réseau qui vont soit autoriser ou euh, refuser l'accès à vos comptes de stockage à partir d'un certain réseau ou à partir d'Internet, etc. Comme aussi, vous pouvez autoriser un certain type d'accès à partir d'un réseau, peut-être que vous connaissez ou bien que vous autorisez. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la slide, où dans les règles, vous pouvez configurer, euh, accepter tout type de réseau à se connecter à votre compte de stockage.
Ça peut être, quand je dis tout type de réseau, ça peut être uniquement des, des réseaux propres à l'entreprise, donc les VNet d'Azure, ou bien des VNet on-prem à se connecter au compte de stockage. Ou vous pouvez définir, par exemple, si vous avez une machine virtuelle, un RDS, dans votre environnement, vous pouvez dire que pour se connecter à ce compte de stockage, vous devez forcément passer par cette machine. Donc, c'est uniquement cette machine qui peut se connecter. Dans ce cas, vous allez spécifier le réseau et l'IP. Maintenant, si vous avez beaucoup, vous voulez, vous voulez autoriser beaucoup de VNet ou de SubNet, vous pouvez spécifier également. Après, vous allez choisir le type de routage. Donc, le mieux, c'est le routage sur le réseau Microsoft, puisque là, on est vraiment au privé. Maintenant, si vous voulez que ça, il y ait un accès via Internet, vous pouvez vous faire le routage via Internet. Donc, ici, c'est vraiment de contrôler l'accès à votre point de stockage du point de vue réseau. Et on va voir plus en détail le stockage blob. Bon, je vous avais conteneur Azure. Lui, c'est un service, comme je l'avais dit, qui se de manière les données non structurées dans le cloud. Et les données qui seront dans ce compte de stockage seront appelées objets blob. Mais les objets blob eux-mêmes seront contenus dans ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, lorsque vous créez un compte de stockage blob, vous ne pouvez pas automatiquement mettre des objets blob. C'est pas possible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas créer un compte de stockage blob et ajouter des images, des vidéos, des fichiers TXT, etc. C'est pas possible. Lors même de la création, il y a directement un conteneur par défaut qui se crée. Et le conteneur par défaut, c'est le log. Vous pouvez l'utiliser, mais généralement, il n'est pas pratique, voilà, parce que c'est pour vraiment stocker les logs d'accès, etc. Donc, pour pouvoir mettre des objets blob à l'intérieur de ce compte de stockage, vous devez impérativement créer un conteneur dans ce compte de stockage. Et le conteneur, comme son nom l'indique, lui va servir juste de regrouper les objets blob. Et parmi ces objets blob, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des images, des audios, des vidéos, des bases de données, des logs, etc., etc. Donc, généralement, vous allez utiliser le stockage blob pour, par exemple, mettre à disposition des images, des documents directement dans votre navigateur. Et quand je dis dans le navigateur, c'est pas qu'il va tellement servir de serveur de fichiers, c'est pas son objectif, mais sauf que à partir de lui, vous pouvez le connecter avec, pardon, à un site internet. Donc, lorsque vous déployez votre site internet, ça peut être hébergé sur Azure ou quoi, mais peu importe, vous pouvez utiliser par derrière pour fournir les images ou le contenu média sur votre site internet, un compte de stockage blob. C'est aussi pratique. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un stockage, mais avec un accès distribué. Mais c'est vrai que dans son rôle n'est pas faire du partage, mais c'est du stockage et avec un accès distribué. Voilà, puisqu'il peut contenir tout type de données. Il est aussi utile pour ceux qui font du streaming ou bien les plateformes de streaming. Donc, vous pouvez euh, diffuser du contenu média, vidéo, audio directement à partir de là. Ou l'interconnecter dans une application
de type streaming. Voilà, vous pouvez faire des archivages, du stockage de vos données. Pour créer un conteneur, c'est simple. Lorsque vous créez un compte de stockage, au niveau de l'interface, on va vous demander d'ajouter un conteneur ou de créer un conteneur. Ça, c'est la première étape. On ne vous demande même pas d'ajouter des objets. Non. On vous demande directement de créer un conteneur. Sans le conteneur, vous ne pourrez pas euh, ajouter vos objets à l'intérieur. Et on va vous demander d'entrer le nom de votre conteneur, mais aussi de spécifier le niveau d'accès. Voilà. Donc, le niveau d'accès en lui-même spécifie si le conteneur et les objets blocs qui seront dans le conteneur sont accessibles publiquement ou non. Voilà. C'est ce que veut dire le niveau d'accès anonyme. Bon, le niveau d'accès. Donc là, par défaut, les données qui sont dans le conteneur sont privées. Ils sont visibles uniquement par celui qui le crée ou bien celui qui a accès au conteneur. Donc généralement, c'est celui qui le crée. Sauf si vous avez d'autres stratégies. D'autres stratégies. Il y a différentes choses qui peuvent se passer. Si vous avez des policiers particuliers qui sont activés, d'autres personnes pourront le voir, mais ne pourront pas forcément lister tout le contenu. Maintenant, vous pouvez choisir le niveau d'accès public, où tout le monde pourra avoir accès, ou, bon, par défaut, c'est privé, hein, mais vous pouvez utiliser public, ou bien, vous pouvez choisir le niveau d'accès objet bloc, accès en lecture anonyme pour les objets blocs uniquement. Donc, ici, vous autorisez juste un accès en lecture publique anonyme, uniquement pour les objets. Uniquement pour les objets. Ils ne pourront pas forcément lister les conteneurs. Ou bien, vous sélectionnez le niveau d'accès conteneur. Ici, vous autorisez juste l'accès public anonyme qui va permettre à ceux qui veulent accéder aux ressources de pouvoir lire et même répertorier l'ensemble de vos conteneurs. Donc, en plus de répertorier l'ensemble des conteneurs, ils pourront voir aussi l'ensemble du contenu, donc des objets blocs. Donc, c'est à vous de spécifier le niveau d'accès. Donc, en plus d'utiliser le niveau d'accès anonyme, vous pouvez associer encore euh, les, les points de terminaison privés qu'on avait vu tout à l'heure, mais du point de vue réseau. Donc, tout ça, ce sont des couches de sécurité qui sont mises en place pour vous aider à sécuriser vos données. Donc, et ici, on voit encore les différents types de niveaux d'accès des objets blocs. Donc là, précédemment, c'était le niveau d'accès anonyme. Et c'était qui pouvait lister les informations. Ici, c'est un peu différent. Ici, c'est lié à, à votre fréquence de consultation des données. Donc, si vous créez un conteneur et vous stockez des informations qui seront, qui seront consultées journalièrement, régulièrement, c'est-à-dire à chaque seconde, à chaque minute, il y a toujours quelqu'un qui est en train de consulter les données. Hein. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le niveau chaud. Donc, lui, il est plus optimisé pour les lectures-écritures et il est utilisé pour les données qui sont fréquemment utilisées. Ce qui va faire que Azure, dans sa compréhension du niveau chaud, va rendre accessible rapidement toutes ces données-là. Donc, il n'y aura pas de latence, non, de très faible latence. Voilà. Le traitement sera vraiment optimisé et
lui, il présente un coût vraiment bas. Il présente un coût vraiment bas. Maintenant, vous avez le niveau sporadique. Le niveau sporadique, lui, c'est pour les données, en fait, c'est-à-dire dans le compte de stockage, vous dites que vous allez stocker des données qui ne seront pas consultées régulièrement ou qui ne seront pas modifiées régulièrement. Voilà. Donc, généralement, euh, en- ils sont consultés peut-être quelques fois chaque 30 jours. Dans ce cas, pour, pour que Microsoft puisse, sinon Azure, pour que Azure puisse optimiser les coûts ou bien réduire les coûts, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce niveau d'accès. Ensuite, on a le niveau froid. Ça, c'est pour les données qui sont rarement sollicitées. Donc, vous faites 90 jours avant de consulter ces données. Vous pouvez mettre le niveau d'accès blob à froid. Mais il faut savoir que chaque niveau d'accès a sa spécificité, dans le sens où, au niveau chaud, il n'y a pas de latence, l'accès est très optimisé. Au niveau sporadique, bien sûr, vous allez peut-être commencer à ressentir des lenteurs. C'est pas forcément lié à votre connexion, mais c'est par rapport au niveau d'accès. Au niveau froid, également, vous allez sentir beaucoup plus de lenteur. Donc, l'accès peut devenir difficile et en fonction du type de ressources. Si ce sont des ressources qui sont vraiment lourdes, l'accès pourra être difficile. Parce que ça va nécessiter, en fait, un petit dégel des données ou une sorte de téléchargement. Donc, l'accès pourra être un peu plus lent. Et c'est encore plus grave pour le niveau archive. Bon, bien sûr, je dis grave, c'est l'accès qui sera beaucoup difficile parce que euh, on met des données dans l'archive lorsqu'on sait elles ne servent pas régulièrement. Voilà. Elles peut-être pourront être consultées une ou deux fois dans l'année. Dans ce cas, vous pouvez mettre le niveau d'accès en mode archive. Et la récupération des données là sont vraiment lentes. Vraiment, vraiment lentes. Donc là, il s'agit d'un gel complet de vos ressources. Voilà. On sait tous qu'on consulte les archives uniquement quand il y a des litiges, quand il y a des soucis, quand il y a des vérifications à faire, quand il y a des confrontations. Sinon, en vrai, on ne consulte vraiment pas les archives régulièrement. Donc, ça peut arriver chaque 3 mois, chaque, une fois dans l'année, deux fois dans l'année. Voilà. Et comme il est possible de définir la sécurité, les niveaux d'accès, oui, Julie. Oui, j'ai une question sur ce processus. Oui, oui, oui. Vous avez parlé du spaghetti et En autres. fait, Donc, il y a ça, une écho, hein. Je pense qu'il y a deux appareils qui sont connectés. Bon. je ne sais pas si vous m'entendez Oui, maintenant. c'est mieux, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Allô? Bon, tu peux poser ta question, hein. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, je disais que dans la précédente partie, vous avez parlé de sporadique et autres. Pourtant, ça ne se trouvait pas dans la liste qui s'est affichée. Ok. Ah, sporadique. Ah, bon, ok, c'est vrai. En fait, sporadique ici, c'est le mode réduit, en vrai. Sporadique, c'est le mode réduit. Mais actuellement, il y a une mise à jour, même sur le portail. Donc, ce mode sporadique n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, c'est niveau chaud, niveau froid, niveau archive. C'est les trois modes.
que vous allez même rencontrer. Mais avant, il y avait le niveau sporadique. Et bon, après aussi, les stages à la base étaient en anglais, donc pour la traduction peut ne pas forcément être super. Et on voit aussi le niveau élevé. Oui, élevé, c'est le niveau chaud. Froid, ça, c'est froid, archive, c'est archive. Mais en vrai, ce que vous allez rencontrer le plus, c'est ce qui est marqué sur le côté gauche. Voilà. Donc, vous allez avoir le niveau chaud. Le sporadique, il n'est plus maintenu. Donc, il y a une mise à jour. Donc, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir le niveau froid et le niveau archive. D'accord, c'est compris. Avant, le niveau sporadique, bon, après qu'il y a eu ce niveau sporadique, il y avait un niveau tiers. En fait, il y a des mises à jour qui surviennent régulièrement. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait plus le niveau sporadique ni le niveau tiers. C'était le niveau chaud, niveau froid, niveau archive. Mais lorsque vous allez devoir définir le niveau d'accès, il y a, il y a des explications, hein. On vous donne l'objectif de chacun, des petits tips aussi pour savoir en fait ce que vous choisissez exactement. Parce qu'ils sont conscients qu'ils font beaucoup de mises à jour. Beaucoup. Donc, comme je le disais, euh, vous avez la possibilité aussi de gérer le cycle de vie de vos données. Donc, au début du cycle de vie des données, les utilisateurs ont tendance à accéder régulièrement à certaines données, à certaines informations, aux fichiers et tout, ou bien même à toutes même les données. C'est toujours comme ça au début. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ou bien même les données prennent de l'âge et tout, elles sont de moins en moins consultées. Voilà, ça c'est sûr. Même quand vous commencez, va offrir en fait une méthode de gestion bon, pas méthode même, une possibilité de gestion de cycle de vie de vos données. Voilà. Et c'est très important. Donc, au début, vous pouvez dire que, en fait, ici, c'est ça, c'est très simple. Vous pouvez dire au début que niveau chaud. Mais à un moment donné, si mes données font 90 jours avant d'être consultées, bah, migrer ces données-là directement au niveau fort. Voilà. Et après plus d'un an, bon, je sais pas, 380 jours, 300, pardon, 360 jours, bien 180 jours, bon, migrer les, euh, au niveau du type d'accès, et pardon, du niveau d'accès archive. 5 ans, vous pouvez les supprimer. C'est à vous de définir, en fait. Donc, il y a cette possibilité de gestion de cycle de vie de vos euh, objets blob. Ça, c'est très important. Donc, les règles sont simples. Elles vont répondre à, à une condition et une action. Donc, pour définir la règle, vous devez mettre avant tout la condition. Donc, si, bien sûr, elle se base sur les objets blocs, vous allez mettre la dernière, on dit modifier pour la dernière fois. Donc, vous allez mettre maintenant une valeur en termes de jours. Si cette donnée-là a été modifiée la dernière fois, il y a plus de 60 jours, par exemple, ou bien 30 jours, hein, si vous voulez respecter exactement ce que Microsoft a mis, a été modifié il y a plus de 30 jours, alors maintenant, c'est l'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
euh, 90 jours, alors vous pouvez déplacer vers le niveau froid, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous créez votre compte de stockage, vous pouvez le mettre à chaud, parce que bien sûr, si vous entamez vos migrations sur Azure et que s'il s'agit des données qui sont vraiment consultées régulièrement, dans ce cas, vous les mettez à chaud et vous mettez des règles plus tard pour le cycle de vie des objets blogs. La possibilité de le faire sur l'objet en lui-même ou sur le conteneur. Donc, ce qui va prendre en compte les différents objets dans le conteneur. Voilà. Maintenant, si vous savez que vous voulez faire de l'archivage, lorsque vous migrez toutes vos données dans ce compte, dans cet objet, non, pardon, de stockage, et directement, vous pouvez le mettre en mode archive. Le niveau d'accès sera archive. Voilà. Dans ce cas, vous n'avez plus forcément à, à gérer le cycle de vie, sauf si vous décidez de supprimer les données à un moment donné ou de les faire revenir au niveau froid. Voilà. Parce que peut-être que euh, quand souvent il y a des litiges que vous voulez consulter ces données-là, vous mettez des heures avant de pouvoir avoir accès. Donc, dans ce cas, vous pouvez les remettre au niveau froid, même si ça va impacter un peu le coût, mais voilà. Donc, ici, vous avez cette opportunité-là. Et ici, on réexplique un peu la réplication qu'on avait vue au niveau des stratégies de réplication LRS, GRS, etc., etc. Donc, ici, il faut savoir que lorsque les données sont répliquées, vous pouvez même également répliquer, bon, je vais dire ça, elle prend en compte également les objets blogs. Donc, c'est pareil aussi pour le compte de stockage. Vous avez un compte de stockage dans une région et qu'il y a une stratégie de réplication qui est derrière et que ce compte de stockage doit migrer d'une région à une autre. Toutes les données, tous les objets blogs seront répliqués. Et le compte de stockage sera répliqué dans un autre compte de stockage destinataire dans une autre région. La réplication se fait de manière asynchrone, ce qui va réduire vraiment les latences. Voilà. Donc vraiment, il y a une minimisation de latence. Euh, il y a vraiment une augmentation de l'efficacité au niveau des charges de travail. C'est-à-dire avec la réplication des objets, la charge de travail peut être traitée sur les mêmes objets, mais dans différentes régions. Donc, au lieu que vous ayez accès au compte de stockage qui est dans une région, on peut répliquer ce compte de stockage même dans différentes régions. Donc, dans deux régions même. Donc, région 2, région 3. Et avec cette réplication, l'accès sera beaucoup plus facile. L'efficacité de la charge de travail, de calcul sera beaucoup réduite. Donc, même si vos données étaient pardon, au niveau froid, le fait la charge soit sur différentes régions, ça va vraiment optimiser l'efficacité de l'accès et aussi même de la charge de travail. L'autre chose, c'est que le fait qu'il y ait ces réplications entre, bon, réplication des points de stockage dans différentes régions, cela va optimiser aussi, comment dirais-je, euh, ça va optimiser les coûts. Voilà. Voilà. Donc, une fois que les données sont répliquées, vous pouvez réduire les coûts en déplaçant les niveaux d'accès de chaque objet bloc. C'est-à-dire, vous avez votre compte de stockage dans la région 1. Le compte de stockage a été répliqué dans différentes régions. Les conteneurs aussi sont dans différentes régions. OK? Ce qui veut dire que dans la région principale ou dans les régions secondaires, vous pouvez même mettre le niveau d'accès à peut-être froid
et peut-être dans une seule région, vous le mettez à chaud. Mais sans oublier que la charge est répartie sur l'ensemble des régions et des différents points de stockage. Cela va réduire le coût et aussi vous allez pouvoir gagner en efficacité. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Mais vous pouvez garder une réplication simple vers une seule région, c'est-à-dire une deuxième région secondaire, au lieu d'utiliser trois, quatre, bon, voilà. Parce que là, si vous vous ratez, vous allez même payer beaucoup plus cher. Donc, c'est vraiment, vraiment des stratégies, des trucs à concevoir en comité avec les architectes. Et on va voir la configuration de la sécurité du stockage. Bon, là, vraiment, pas de sécurité, sécurité. Et ici, on va voir tout ce qui est encryption de compte de stockage, donc quel service qui est utilisé. On va voir l'authentification qui sera utilisée pour pouvoir avoir accès, le chiffrement côté client qui sera utilisé également. Euh, voilà. Et toutes les méthodes sécurisées d'accès à ce compte de stockage. SAS en anglais. Donc, ce sera ces deux thèmes qui seront utilisés, mais pour dire la même chose. Si vous voyez SAS, c'est aussi signature d'accès partagé. Donc, pour lui, en fait, son rôle, c'est de permettre, sinon de donner un accès à des personnes spécifiques à vos ressources, sinon à votre compte de stockage. Mais vous allez définir des conditions. Comment il doit accéder, quel rôle il aura, quelle autorisation il aura sur ce compte de stockage et sur quelle période. Vous pouvez définir même l'IP avec laquelle il doit forcément se connecter. Donc, réellement, on est purement dans la sécurité obliger cette personne à à l'utilisateur, puisque c'est-à-dire soit en lecture, soit en écriture. Ensuite, vous choisissez la date et heure de début, voilà, et la date d'expiration ainsi que l'heure. Bien sûr, vous devez faire attention au fuseau horaire, voilà, parce que si vous devez n'est pas, si cette personne n'est pas capacisée,
de signature. Et lorsque vous créez, je vous ai dit sur Azure, tout se fait en web. Donc, il y a une URL qui est générée et dans l'URL, vous allez retrouver les informations que vous avez configurées, mais d'une certaine manière. Donc, c'est ce qu'on voit ici et c'est appelé l'URI. Donc, l'URI est composé de l'URL d'accès à votre point de stockage et aussi et du token signature d'accès partagé. Voilà. Et est l'URL, c'est ce que vous voyez ici. Donc, myaccountblog.com.core.windows.net. Voilà. Maintenant, à partir de SP jusqu'à la fin, on a les conditions. Donc, SP, ici, lui, il veut dire juste signature, non, pardon, euh, autorisation signée. Maintenant, égal R, c'est vraiment l'opération que vous autorisez à cette personne. Voilà. R, c'est pour read. Si vous voyez C, c'est create. D, c'est delete. L, c'est list. W, c'est read et write. Si vous voyez A, c'est add. Donc R, c'est read. Donc il peut lire uniquement. Donc c'est l'autorisation que vous avez donnée lors de la création de ce SAS. Il peut lire. Ensuite, on a ST. Le et qui est là lui permet de faire la concaténation. Voilà, donc ici, on a ST. ST, c'est l'heure de début. Donc vous voyez 2020, 05, 11. Et là, le T, c'est pour spécifier le temps. Voilà, on a mis l'heure ici. Et puis, le SE, c'est l'heure d'expiration. Donc on a mis aussi la date et l'heure. Et ensuite, on a le SPL. SPL, c'est protocole signé. Donc, on a spécifié HTTPS. Après, on a SV. SV, c'est la version signée. Donc, ici, c'est marqué aussi la version. Ensuite, on a SR. SR, c'est l'étendue de la ressource, c'est-à-dire le type de ressource auquel il doit avoir accès. Donc, si B qui est ici, ça veut dire blob. Si c'était C, c'était container. Si c'était D, c'était directory. Si c'était donc directory pour dire qu'il peut lister tous les répertoires. Si c'est F, normalement c'est fichier. S, c'est share. Share pour dire serveur de fichiers et tout ça. Ensuite, on a signe, ça c'est la signature. Donc c'est, si vous voulez, c'est le chiffrement au niveau de la signature qui va vous permettre d'avoir accès. Donc voilà comment décortiquer en fait l'URI SAS ou bien SAP. Donc si on remarque bien, c'est toutes les et c'est très important. La plupart des solutions de Microsoft, qui ont des solutions Azure, utilisent un chiffrement natif. Voilà. Donc, les comptes de stockage, comme je l'ai dit au début, hein, vont fournir un accès sécurisé et chiffré. Toutes les données qui seront dans ce compte de stockage seront chiffrées. Et Azure va utiliser un chiffrement appelé AES 256 bits qui va vous permettre de sécuriser vos données. Vous pouvez utiliser ce type de chiffrement pour chiffrer, pour déchiffrer aussi automatiquement vos données. Voilà. Il est géré
par Microsoft. Mais Microsoft aussi va vous donner l'opportunité d'utiliser vos propres chiffrements. Parce que vous pouvez dire que mes données sont chez Azure, on utilise les propres méthodes de chiffrement. Voilà. Mais sachez que quand vous allez utiliser votre propre clé de chiffrement, Azure ne va pas assurer de support sur cette partie. Donc, vous serez livré à vous-même en cas de souci, vous allez vous-même gérer. Et donc, les clés de chiffrement pourront être gérées dans ce qu'on appelle Azure Key Vault. Donc, lui, c'est comme un coffre pour gérer les clés. Donc, le coffre Azure Key Vault va vous permettre de sauvegarder toutes les clés, les mots de passe, les certificats, en fait, tout ce qui est en rapport avec le chiffrement, la sécurité. Donc, les mots de passe, euh, les clés d'activation, etc. Vous pouvez tout sauvegarder dans Azure Key Vault. Azure Key Vault utilise un chiffrement très puissant qui, pour l'instant, n'a pas encore été, euh, comment dire, n'a pas pu encore être piraté. En tout cas, pour l'instant. Donc, actuellement, c'est l'un des meilleurs que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos propres clés, etc. Vous pouvez aussi consulter les différentes clés chiffrées, clés de chiffrement, mots de passe et autres directement via le web ou bien à partir d'une autre application tierce en intégrant l'API de Azure Key Vault. Comme je vous ai dit, tout est web, donc l'accès même se fait à partir aussi d'autres applications tierces, mais juste qu'il faut intégrer l'API de la ressource. Maintenant, on va voir Azure File. Donc, je vous ai dit que vous allez beaucoup utiliser soit Azure Blob ou Azure File. Donc, vous avez vu, on a vu beaucoup de comptes de stockage, mais on s'attache sur ces deux-là. C'est parce que c'est ce que vous allez beaucoup utiliser, vous allez beaucoup rencontrer. Voilà. Les autres, ça sera vraiment pour des cas spécifiques ou lors du déploiement des applications. C'est ça. Donc, on peut utiliser Azure File pour diverses raisons. Voilà. Ou bien pour divers cas. Voilà. Et généralement, il est utilisé lorsqu'on fait des migrations vers Azure, vers le cloud. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, vous faites des migrations des données de votre environnement local vers Azure, ce qu'on appelle du lift and shift. Il sera aussi utilisé pour faire vraiment du partage de fichiers, ou le partage de données entre les utilisateurs, mais aussi entre différentes machines virtuelles. Il peut être utilisé aussi pour stocker des données. Il sera beaucoup utilisé pour les données de développement, pour simplifier vraiment le développement au niveau du cloud. Voilà. Parce que vous pouvez utiliser des paramètres d'application partagés qui seront mis sur Azure File et récupérés par tous les autres développeurs. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, vous allez utiliser aussi le, contrairement au Azure Blob, lui qui sera utilisé pour ce qu'on avait vu, pour les scénarios d'accès euh, de manière aléatoire à des ressources telles que les médias, comme la vidéo, l'audio, les images, le contenu de streaming, et c'est fait du streaming. Voilà. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour donner accès aux données à des applications. Donc, comme je le disais,
pour les sites Internet, vous pouvez les connecter pour des applications que vous développez vous. Par derrière, vous pouvez associer des objets blocs pour faire du stockage et autres. Ça n'a rien à voir avec la base de données. C'est vraiment du stockage de données. Donc, quelquefois, il peut être un peu utilisé comme serveur de fichiers, mais non, ce sera vraiment un abus. C'est plus sauvegarde. Même si beaucoup d'hommes pourront avoir accès, c'est vraiment sauvegarde. Et serveur de fichiers, quant à lui, c'est vraiment le partage de fichiers et pour faciliter un accès à tout. Azure utilise le même protocole, le même port que on-prem. Donc, c'est le port 445 qui est lié au SMB. Voilà. Et vous pouvez utiliser le partage de fichiers sur différents environnements, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Linux ou macOS. Vous pouvez monter des répertoires sur vos machines. Voilà. Parce que vos machines actuellement, c'est si vous êtes dans un environnement Azure, vous pouvez connecter euh, euh, les, le partage de fichiers là directement sur votre machine en installant, en suivant cette configuration-là. Donc, c'est juste connecter le, le répertoire sur votre machine. Voilà. Donc, il va vous donner directement au file share qui est sur Azure. Donc, directement accès au file share qui est sur Azure. Mais chez vous, ça sera monté comme un répertoire, un disque local. Donc, il y a cette possibilité. Mais d'autres organisations bloquent cette manière de faire et puis vous permettent d'accéder autrement. Ça aussi, c'est pas mauvais. Donc, il y a différentes manières d'utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers Azure. Donc, lui aussi, il est très adapté pour Azure File, pour le partage des fichiers ou les comptes de stockage de fichiers. Et vous pouvez créer des instantanés. Les instantanés ne font rien d'autre que des snapshots. Voilà. C'est des snapshots de l'état de votre compte de stockage ou de tout votre compte de stockage ou même des conteneurs ou de certains objets. Donc, le snapshot ou bien l'instantané peut être pris de manière granulaire. C'est-à-dire sur tout le compte de stockage, sur des conteneurs, sur un conteneur, sur des objets blocs. Et généralement, il est utilisé lorsque vous voulez effectuer, bon, sinon avant, euh, par exemple, des troubleshooting, des maintenances, des actions qui, qui peuvent altérer les données, voilà, des manipulations ou bien des suppressions accidentelles ou modifications involontaires. Donc, c'est dans ce cas de figure-là, vous allez prendre hein, des snapshots. Et c'est très important. Ne pas faire des changements techniques en prod sans avoir fait des sauvegardes ou bien des snapshots. C'est très, très, très important. Donc, pour un bon ingénieur, ça est un réflexe qu'il doit toujours avoir. Toujours. Et ces snapshots peuvent être utilisés comme des moyens de sauvegarde qui peuvent être récupérés. Parce que si les données ont été altérées ou que vous ne pouvez plus utiliser euh, ce sur quoi vous avez travaillé, vous pouvez à tout moment faire une récupération ou restauration du snapshot pour qu'il puisse passer en prod. Voilà. Et vous pouvez programmer plusieurs snapshots et les snapshots qui seront faits seront utilisés, bon, sinon, seront pris, seront rajoutés de manière incrémentielle. C'est-à-dire, ils vont juste regarder la différence de taille ou de données entre le premier snapshot et le nouveau que vous venez de prendre. Donc, automatiquement, c'est la différence qui sera mise à jour sur le snapshot. À moins que vous aussi, vous décidez de conserver tous ces snapshots. Mais si vous décidez de conserver tous ces snapshots, ce sera une erreur parce que si votre compte de stockage, c'est un exemple, a été designé pour 20 Tera,
Voilà, parce que vous avez créé des objets blocs. Quand vous créez des objets blocs, après, on peut vous demander d'allouer un espace ou bien, voilà, une capacité. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, 20 Tera. Si vous faites un snapshot, ce sera 20 Tera. Donc, si vous faites plusieurs snapshots, c'est 20 Tera, 20 Tera, vous consommez de l'espace, vous consommez des données, vous consommez de l'argent. Voilà. Et ici, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir configurer la suppression réversible. Donc ici, c'est rien d'autre que le fonctionnement de d'une corbeille sur, sur Microsoft. Actuellement, si vous avez des données qui sont sur dans le répertoire téléchargement, si vous les supprimez, vous n'allez pas les retrouver. C'est sûr, c'est sûr. Par contre, si vous avez des données qui sont dans un répertoire document ou bien sur le bureau, quand vous allez supprimer, il va partir automatiquement dans la corbeille. Et vous avez, si je ne me trompe pas, 7 à 14 jours pour pouvoir encore récupérer les données. Passé ce délai-là, ils seront supprimés. C'est pareil pour la suppression réversible. Lorsque même vous allez configurer, euh, par exemple, Azify, donc pour le partage des fichiers, on va vous demander de spécifier le nombre de jours pour la suppression réversible. En tout cas, si vous avez coché ça. Si vous n'avez pas coché que vous avez déjà créé, vous avez toujours la possibilité de l'activer. Avant, il était désactivé nativement. Mais maintenant, lors de la création, dans les étapes, c'est déjà marqué. Par contre, vous pouvez le désactiver. Si aussi c'est pas marqué, vous pouvez l'activer. Enfin, vous avez toujours cette possibilité. Mais pour les dernières mises à jour, ils sont activés. Donc, c'est très pratique. Euh, Voilà. Maintenant, à vous de définir la période de rétention, hein. Vous pouvez même augmenter plus de 7 jours et autres. Ça va dépendre de vos besoins. Donc, comme je le disais, vous pouvez accéder à vos comptes de stockage à partir de l'explorateur de stockage Azure. Voilà. Et lorsque vous téléchargez, c'est une application, hein. C'est une application, même actuellement, vous pouvez télécharger et puis tester. Si vous avez vous avez un compte Azure, voilà, vous le connectez directement parce que quand vous allez télécharger, on va vous demander de vous connecter. Vous allez mettre les informations liées à votre compte, votre subscription, tout ça. Vous mettez et automatiquement, vous serez connecté. Et quand vous serez connecté, ce que vous verrez, c'est plutôt les comptes de stockage. Vous n'allez pas voir le portail Azure comme vous pouvez le voir habituellement, l'interface bleu, blanc, euh, avec les ressources, les services et tout. Non, vous allez lister uniquement les, les, pardon, les comptes de stockage et les différentes données qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez voir les différents conteneurs, vous allez voir les objets blob et tout. S'il s'agit d'un serveur de fichiers, vous allez voir le compte de stockage, vous allez voir le file share à l'intérieur, avec les différents répertoires que peut-être vous aurez créés ou mis à disposition. Et que vous pourrez manipuler les données. Donc, à partir de cet explorateur, vous pourrez même ajouter les données directement dans, euh, dans ces comptes de stockage, dans ces conteneurs ou dans les répertoires de file share. Donc, ça aussi, c'est une méthode pratique pour accéder sans forcément passer par le portail. Vous pouvez manipuler les données comme vous le voulez. Télécharger, ouvrir, faites tout ce que vous voulez, même partager. Maintenant, il y a de la sécurité derrière quand même. Parce que on peut donner un accès aussi limité. Un accès limité à à ce point de stockage, même via l'explorateur de stockage. Donc, avec les signatures d'accès partagées. Voilà. Et l'application est disponible sur Windows, Mac, Linux. Voilà, c'est tout. C'est là où il était un peu long, mais vraiment important. Voilà, vous aurez aussi un lab sur ça. Donc, on va vous demander de créer un compte de stockage.
vous allez créer des conteneurs, vous allez ajouter des objets blogs et aussi faire, créer un compte de, non, pas, un Azure File, donc des serveurs de fichiers. Voilà, c'est tout.